Voilà, vous avez vite compris, mon diète est attaqué, mais nous parviendrons toujours à reprendre au fur et à mesure. Et je le disais, non pas, au jour de ces iconoclastes pseudo-financiers de notre pays, s'exagérer, ménopausés, sans base législative, qui arrivent à oppresser le peuple souverain. Ce peuple dont ils ont pourchassé dans les villes et villages, mais également dans les sables et les marais, pour pouvoir bénéficier de leur légitimation de pouvoir à travers le suffrage universel. Mais une fois installés à des prestigieuses fonctions de responsabilité, eh bien, ce sont eux aujourd'hui qui arrivent à matraquer la population, qui arrivent à la flageller, qui arrivent à la meurtrir. Et c'est dommage parce que toutes les personnes qui sont actuellement victimes de ce nouveau système précambien, ce système eschatologique, comateux, apocalyptique et grabataire, n'arrivent d'ailleurs pas à donner satisfaction des besoins existentiels d'un peuple qui est pratiquement dépourvu de tout. Un régime politique incapable, inapte à pouvoir commander, à pouvoir diriger avec rationalité, avec cartésianisme, pour aider les populations à atteindre les fondamentaux de l'homme avec succès. Un régime politique incapable d'aider les populations d'avoir accès à l'eau potable. Et ce sont eux qui parlent de l'accès universel à l'eau potable, alors que même les simples ménages, ils ne sont pas capables de donner l'eau potable. C'est le même régime qui parle justement de l'accès à l'énergie. L'énergie qui est d'ailleurs un besoin vital pour pouvoir faire fonctionner les unités productives et autres. Vous allez dans nos administrations, il y a les coupures chaque jour, avec une incapacité notoire de pouvoir accroître la productivité des agents publics. Et ce sont eux qui arrivent à décrier la morosité de notre administration, mais également son cloisonnement et son impossibilité de pouvoir faire éclore le génie des agents publics. Voilà des gens qui nous ont promis monts et merveilles, avec toute la force de leur intime conviction. Ils nous ont promis la démocratie, ils nous ont promis l'état de droit, ils nous ont promis le confort, le bien-être, ils nous ont promis d'améliorer notre pouvoir d'achat, notre niveau de vie, ils ont promis de s'occuper des personnes vulnérables, les malentendants, les muets, les sourds et autres, et tous ceux qui sont victimes de névroses psychotiques, certainement comme David Mbakoma. Toutes ces personnes et qui n'ont pas la capacité de pouvoir tenir correctement leur conscience, leur subconscient et même leur inconscience. Et au bout du compte, nous assistons à une véritable catastrophe. Une catastrophe électorale dont j'avais prédit, avec une espèce d'hégémonie rétrograde du parti du chef de l'État, qui d'ailleurs lui-même avait indiqué la voie à suivre, qui était celle justement de lui donner un certain confort électoral. Voilà un parti qui se retrouve avec une espèce d'hégémonie totale, une suprématie et supériorité, et qui laisse notre chambre bicamérale dans une espèce de morosité d'atomie, avec un bicaméralisme monocolore, donc à l'image du prince que vous connaissez très bien, et aujourd'hui avec une impossibilité notoire d'avoir des débats contradictoires, publics et constructifs. Une chambre bicamérale incapable d'être un contre-pouvoir, d'être la voix du peuple souverain et qui lui accordait ses violons, avec une impossibilité de contrôler l'action gouvernementale, même de consentir les pauvres et d'évaluer les politiques publiques. Des députés avec des niveaux de qualification très réduits, sans papier, sans diplôme, sans rien, sans expertise ni professionnalisme, ils s'engouillaient, il n'y a rien. Et ils sont allés comme ça à l'Assemblée à pieds joints, une fois de plus, pour assassiner, pour tuer le peu de démocratie qui nous reste. Avec une constitution que j'avais déjà décriée, qui exalte le totalitarisme, l'absolutisme au pouvoir, dans un régime présidentiel inflexible, avec une impossibilité de pouvoir aider les populations à exprimer leurs garanties de droits
leur liberté, mais également leur déclaration de droit. Et c'est un véritable recul démocratique auquel nous assistons, avec des violations flagrantes des libertés publiques, les libertés d'action, les libertés de manifestation, les libertés de création des partis politiques, les libertés de culte et autres. Et pourtant, toutes ces libertés sont des véritables vecteurs de développement. Ce sont des impératifs catégoriques dans une véritable démocratie pluraliste. Et regardez leur démocratie pluraliste vers laquelle ils nous amènent, totalement en opposition avec celle d'Ali Bongo Deba. Celle d'Ali Bongo Deba qui arrivait à garantir un certain nombre de libertés des personnes en protégeant d'ailleurs des minorités marginales. C'est tout de même dommage et regrettable. Et le sujet qui défouait la chronique aujourd'hui fait suite à l'arrestation du candidat Léo Biyogué. Léo Biyogué qui était candidat dans le deuxième siège du 3e arrondissement, deuxième siège de la commune de Tom. Léo Biyogué qui est un soutien farouche du chef d'État actuel Brice Oligui Nguema. Léo Biyogué qui fut d'ailleurs un soutien inconditionnel, impénitent et inflexible d'Ali Bongo Deba. Et on a vu Léo Biyogué partout, accompagnant Brice Oligui Nguema dans toutes ces manifestations, dans toutes ces arrivées. Et j'étais le premier à demander à cette jeunesse-là d'être prudente, d'avoir une retenue prudente. Malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Et de la même manière, je disais à Nazi, et qui ne connaissait pas ce régime politique. Et je disais à Nazi que ce régime politique, moi je le connais parfaitement. Je connais tous les contours, toutes les constructions de ce régime politique. C'est un régime politique à la limite sataniste, luciférien, parce qu'il est constitué de mangeurs de chair et de buveurs de sang. Mais dès lors que vous avez des individus comme ça, qui n'ont aucune humanité, qui n'ont aucun amour pour le peuple souverain, qui esclavent comme des bêtes de somme, parce que ce sont les négriers, ce sont les esclavagistes. Ils prennent le peuple comme la volaille, et comme des bêtes de somme, comme des bœufs votants, capables de faire abatteur. L'héros de la 29e promotion à laquelle j'appartiens. C'est un arbitre, il est de la même promotion que moi, la 29e promotion. Moi, j'étais du côté de la section diplomatie, lui il était dans la section administrateur économique et financier. C'est un compatriote que je connais très bien. Et d'ailleurs, son père fut député dans cette même circonscription administrative et territoriale. Un brillant banquier et qui s'est reconverti en politicien avec des résultats assez impressionnants. Et on dit tel père, tel fils. Donc Léo Biyogué a hérité du leadership de son père. C'est un acteur politique et de notre génération qui est assez brillant, caractérisé par l'humanisme, la solidarité, avec des politiques publiques d'encadrement des électeurs, d'identification et autres. Et il a été sevré au même titre de l'organisme spécialisé du Parti démocratique. Il a fait l'objet d'une arrestation pour le simple fait que son mécontentement lors de ce processus électoral, eh bien, c'est de la lâcheté. Je dis bien, c'est de la lâcheté. Voilà un gouvernement incapable d'organiser les élections avec rationalité, dans un climat apaisé, dans le respect de la stricte transparence. Et c'est ce même gouvernement qui oppresse, qui opprime, qui emprisonne, qui bastonne, qui crucifie, qui tue, qui sanctifie. Et il n'y a personne pour décrier ce genre de faits. Moi, à ma qualité de syndicaliste, leader d'opinion, acteur politique étatique, je m'insurge contre ces méthodes sauvages, ces méthodes primitives de gouvernement, une gouvernance totalement à l'opposé des aspirations légitimes du peuple souverain. Et j'invite le chef d'État Brice Oligui Nguema de faire œuvre utile, de ne pas prospérer sur cette voie. C'est une voie insidieuse et cette voie n'a pas d'issue. La Bible dit telle voie paraît juste, mais son issue, c'est la mort. Je dis bien telle voie paraît juste, mais son issue, c'est la mort. Ce jeune compatriote a manifesté le dégoût électoral dont il a été victime à travers une violence institutionnelle où un candidat, après avoir opéré des opérations de charme électoral,
après avoir payé sa caution d'1 million de francs CFA, après avoir rempli tous les critères, des critères objectifs, des critères normatifs, dans le cadre de ce processus électoral, il arrive le matin, grâce à des experts en tricherie, ces courtisans intrigants budgétivores, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, arrivent comme ça à le déconnecter de sa circonstance administrative et tout, en faisant disparaître ces bulletins de vote. Et dans toutes les démocraties de l'humanité, dès lors qu'il y a un candidat en course et dont les bulletins ont disparu, en réalité c'est une élection qui aurait dû purement et simplement être annulée dans sa circonstance administrative et tout. Et nous apprenons qu'il a été arrêté. Et pourtant, ils ont déjà une première jurisprudence en France où nous avons vu ce Gabonais qui a saccagé tout un bureau de vote, qui a cassé les urnes, qui a déchiré les bulletins de vote. Et les pouvoirs publics, par le biais certainement de notre coopération bilatérale, c'est-à-dire par le truchement de l'ambassade, a porté plainte auprès des organismes concernés en France, c'est-à-dire la police et autres. Malheureusement, eh bien, ils n'ont pas eu gain de cause. L'affaire a été classée sans suite parce que les autorités françaises savent que la démocratie gabonaise est galvaudée. Nous assistons à un véritable impérialisme étatique, une dictature féroce qui est en train de manger ses premiers partisans de la révolution. Et je le disais à cette jeunesse, que vous courez le risque de continuer à soutenir ce système. Ce système va vous broyer, ce système va vous manger, ce système va vous emprisonner, ce système va vous matraquer, ce système va vous humilier, ce système va vous faire subir les atrocités. Parce que c'est un système qui n'a pas changé. C'est le même système qui se reproduit, mais avec une espèce de brutalité encore plus exponentielle. Parce que là, vous avez des forces de défense et de sécurité qui sont au cœur même de ce régime politique. Et c'est pourquoi, de par toutes les constitutions dans le monde entier, en France, aux États-Unis ou autres, dans les pays de grandes civilisations démocratiques, les forces de défense et de sécurité ont toujours été contenues dans la loi fondamentale. À savoir que les forces de défense et de sécurité garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain. Donc il y avait un encadré où on avait verrouillé les forces de défense et de sécurité dans le processus électoral. Malheureusement, les pseudo-intellectuels gabonais ont tout fait pour impliquer les forces de défense et de sécurité dans le processus électoral avec les magistrats, avec le comptable public, et ils ont ouvert comme ça la boîte de Pandore dans le but même, une fois de plus, de flageller, de matraquer les populations. Et nous nous retrouvons avec un régime politique primitif et sauvage. Un régime politique qui oppresse, qui brime, qui matraque. Et la Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. L'oppression rend le sage insensé. Et c'est pourquoi vous voyez ces gens-là traiter David Mbakoma de mégalomane, et de névroseux psychotique, de malade mental, de quelqu'un qui a atteint de troubles mentaux, alors que vous le voyez, ceux-là qui semblent être en bonne santé, alors que leur conscience est obstruée par la médisance, par la frustration, par l'épicurisme. Voilà des gens qui ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont tout, et ils envient des faibles personnes comme nous qui n'avons pas l'argent. Ils envient des personnes comme nous qui n'avons pas les mêmes opportunités qu'eux. Parce que Bobby Sango, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. À beau avoir l'argent, ils n'ont pas le cerveau de David Mbakoma. À beau avoir l'argent, ils n'ont pas la même réflexion que David Mbakoma. À beau avoir l'argent, ils n'ont pas la même capacité de résilience que David Mbakoma. La même capacité de combat que David Mbakoma. Me défendre. C'est pourquoi la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons. Donc, moi, je n'ai rien à voir. Ils arrivent à dire, mais tu étais l'ami du chef de l'État, tu étais son protecteur, tu étais celui-là qui chantait ses cantiques et ses louanges mortifères. Oui, je le faisais, mais je l'ai toujours fait à raison. Je ne l'ai jamais fait à tort. Mais je vous dis, ce système, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa latitude,
quelle que soit sa longitude, ce système-là va périr. Et il n'a aucune possibilité de vivre longtemps. Parce que c'est un système en fin de vie, un système gabataire. Vous pouvez lutter contre tout, mais vous ne pouvez pas lutter contre le vieillissement. Vous ne pouvez pas lutter contre la détérioration de vos capacités physiques, parce que c'est le temps qui est le maître. C'est le temps qui est le maître. C'est le temps qui est l'obstacle. Donc aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Transformer des êtres humains en marchandises, en faire valoir, en un tribut. Parce que vous êtes fort, vous êtes puissant. Mais dans un écosystème de prédation, le plus puissant ne peut pas continuer à être puissant. Parce que pendant que vous dormez, il y a des gens qui réfléchissent. Comment également vous ravir cette puissance. Pendant que vous dormez, il y a des gens qui s'entraînent, de jour comme de nuit, pour une fois de plus également arriver à un renversement des équilibres de ce système. Mais tant que vous n'avez pas ce Dieu grand, fort et puissant, l'Éternel des armées, lui qui institue les princes et les autorités, lui le protecteur de l'humanité, lui qui a fixé le cordeau du ciel, lui qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main, lui dont la terre est son marchepied, lui qui a mesuré les collines au crochet, et vous n'avez aucun avenir. Vous n'avez aucun avenir, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous qui sommes les fils des prophètes, nous savons interpréter les signes du temps. Et c'est pourquoi, par le passé, je l'ai dit à la Koshalanga. J'ai dit, mon frère, tu ne connais pas ce système. Ce système va te broyer. Ce système va voler ta santé. Ce système va te jeter en prison. La Koshalanga s'est retrouvée en prison. Le système a volé sa santé. Le système a volé son humanité. Le système a volé ce qu'il avait de plus précieux. La Koshalanga. Je l'ai dit à Ali Bongo Niba que la poursuite du troisième mandat est vouée à l'échec. Qu'il ne fallait pas qu'ils suivent tous ces grabataires, tous ces aristocrates, ces mercantilistes épicuriens sans base législative, ces lâches, ces pureux, ces potrons qui ont vendu le vent à Ali Bongo Niba en prétextant qu'ils pouvaient une fois de plus poursuivre ce troisième mandat. Je lui ai dit à Ali Bongo Niba que ce troisième mandat ne passera pas et tu seras seul face à ton avenir. Toutes ces personnes vont t'abandonner, y compris les membres de ta famille. Ali Bongo Niba s'est retrouvé abandonné dans sa tour d'ivoire, dans son palais. Et la prophétie s'est accomplie. Exactement comme je l'avais prédit. J'ai dit à Nourdine Bongo Valentin, fils de Faubourg de Palais, avec son frère Yann Ngolo, avec leur frère Ousseini Ossa, lorsqu'ils ont commencé à porter leur attention sur les frustrations de David Bakoma, lorsqu'ils ont cru à tort ou à raison que j'étais un fils d'esclave, un fils de prolétaire, pendant que je leur disais que je suis un fils des palais. Je suis un fils de la royauté. Je suis le fils de la tribu de l'aigle royal. L'aigle royal, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Il n'y a pas un autre oiseau qui soit capable de voler plus haut que l'aigle. Il n'y a pas un autre oiseau qui soit capable d'avoir la même vision que l'aigle. Parce que l'aigle a une capacité ingénieuse de voir sa proie à des kilomètres. Et c'est cette vision que j'ai reçue des dons prestigieux de ma mère Ngoudo Barsélé. Et je n'ai obtenu que cela, la Bible de ma mère. Et à travers la Bible de ma mère, je suis capable de voir au-delà de vos sens physiques. Je suis capable de rentrer, pénétrer dans des sphères que vous n'aurez jamais accès. Des cercles aériens non contrôlés. Lorsque je vous parle du cosmos, c'est parce que vous ne connaissez pas les Pléiades. Vous ne connaissez pas le cosmos. Vous ne connaissez pas la lune, les étoiles, les constellations de l'univers et toutes ces planètes-là. Et vous pensez que ces planètes-là n'ont pas d'existence. Ces planètes sont vivantes. Elles arrivent à communiquer avec les êtres humains. Mais vous n'aurez jamais accès à ce genre de connaissances. Et c'est pourquoi vous allez rester des êtres superficiels. Vous seriez des humains. Moi, je suis un astéroïde, sorti de l'ombre de Jupiter, de Saturne et Uranus. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de ces gens-là. Je n'ai pas peur d'eux. Parce que ils n'ont pas ce que moi j'ai. Eux, ils ont peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Parce que je sais où j'irai après la mort. Mais eux, ils savent qu'ils n'iront nulle part après la mort. Et c'est pourquoi ils s'accrochent à le matériel. Parce qu'ils pensent que c'est l'argent qui répond à tout.
ces petits monétaristes, ils pensent que l'argent peut payer tous les conforts, que l'argent peut payer la dignité des gens, l'argent peut payer le bien-être des personnes, mais il y a des gens qui sont riches, qui ont de l'argent, mais qui sont malheureux. Ils envient la liberté de David Ndiakoma. Ils envient mon confort, ma capacité de dire ce que je pense et de le penser librement. Parce que eux, ils sont piégés, ils sont corrompus, ils ont pris de l'argent. Donc, ils ne peuvent plus parler, ils se taisent. Jusqu'à ce qu'eux également soient victimes de ce système-là. C'est quand eux ils seront victimes de ce système qu'ils vont commencer à parler. Mais regardez tous ces pleurnicheurs par le passé. Ceux-là qui parlaient du non-respect de l'état de droit. Ceux-là qui parlaient de la malgouvernance. Une fois à l'intérieur, ils sont devenus pires que ceux d'Ali Bongo Ondimba. Ils sont devenus pires que les voleurs d'Ali Bongo Ondimba. Ils sont devenus pires que les prédateurs d'Ali Bongo Ondimba. Ils sont devenus pires que le système qu'ils ont dénoncé. Regardez, ils ont parlé de l'endettement. Aujourd'hui, ils ont endetté le pays encore pire qu'à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, ils ont rendu le peuple de plus en plus mendiant. Un peuple de plus en plus pauvre et misérable. Dans un pays à revenu intermédiaire. De la tranche supérieure considérée comme un scandale minier, un scandale financier, un scandale éthique, un scandale dans tous les compartiments. Et selon leurs propres indicateurs, les indicateurs macroéconomiques, selon leurs propres institutions, ces monétaristes-là, de l'Alexandre Barreau-Chambré, quelqu'un qui est soit-dit sorti de l'école de Bretton Woods, l'école des institutions financières internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris et autres. Et ils arrivent comme ça. Dans un système où ils parlent de relancer la croissance économique, ils arrivent à augmenter les dépenses publiques. Ils arrivent à augmenter le niveau d'endettement du pays. Et ce sont eux qui parlent du développement du pays. Ce sont eux qui parlent d'une espérance de l'émergence de notre pays à l'horizon Dieu seul sait. Non, ces gens n'ont pas la vision. Ils n'ont pas les papiers en réalité. Ils savent qu'il n'y a pas les papiers. Parce qu'un vrai économiste est un économicus, c'est-à-dire un consommateur rationnel. La rationalité. Un vrai économiste doit arriver à rechercher la rentabilité, maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts, un minimum de moyens. Un vrai économiste doit arriver à lutter contre les détournements de fonds publics par bande organisée. Il doit lutter contre l'endettement excessif. Il doit réorganiser le système monétaire et budgétaire pour accroître la productivité. Il doit investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, dans le demande de compétences. Il doit investir dans le capital humain, dans les autoroutes de formation, en créant des centres de formation, des centres d'éducation, des universités et autres. Vous les voyez faire ça, zéro. Parce qu'ils se réjouissent de votre médiocrité. Ils se réjouissent de votre analphabétisme. Ils se réjouissent de votre misère, de votre pauvreté. Et un être misérable, pauvre, sans argent, déscolarisé, analphabétisé, il est à la merci de ces prédateurs, ces politiciens de pacotille, ces politiciens factices, sans base législative. Ils sont obligés de payer les petits mendiants 3 000, 5 000 francs pour battre David Ndiakoma. Ils sont obligés de transporter des électeurs dans les villes et villages pour battre David Ndiakoma. Mais en réalité, ce sont des défaitistes. Vous les voyez en pensant qu'ils ont gagné. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas gagné du tout. Ils ne peuvent même pas gagner. Ils ne peuvent pas me vaincre. Quelle victoire ils peuvent avoir sur David Ndiakoma? Aucune victoire. Je suis un être libre. Je suis un être libre. La Bible est claire. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire. Contre tous ceux qui s'élèveront contre toi. Ils rentreront, ils s'enfuiront par cette... C'est des petits nyakouins. Il n'y a rien. Tant que tu es affermi dans l'évangile et que tu crois en un Dieu fort et puissant, comme le Dieu de Mberakoma, le Dieu de l'aigle royal, le Dieu de Bandungu, le Dieu des tambourins, chante, sacrifice, vous ne pouvez pas avoir peur d'eux. Vous ne pouvez pas avoir pitié d'eux. Parce que vous êtes la solution à leur frustration. Vous êtes la solution à leur médiocrité. Vous êtes la solution à leur tourment. Joseph était fils d'esclave. Joseph, fils d'esclave. Il n'avait pas l'accès à l'éducation à l'époque. Il n'avait pas l'accès à la formation. Mais Joseph était architecte. Il savait interpréter les plans. Joseph était économiste. Et lorsque Joseph se retrouve en prison, emprisonné par Pharaon, c'est roi méchant. Mais tous les prisonniers étaient surpris par
la capacité de vision de Joseph. Ils étaient surpris par la maîtrise, l'humanisme de Joseph. Ils étaient surpris par sa solidarité. Ils étaient surpris par l'amour que Joseph dégageait à l'égard des opprimés, des abandonnés, des laissés pour compte. Et Joseph était un véritable dirigeant à l'intérieur de cette prison. Il était médecin, il pensait le cœur des prisonniers, il était avocat, il défendait les prisonniers, il était magistrat, il arrivait à juger le prisonnier avec justesse, avec intelligence, avec une sagesse mystérieuse. Et Joseph s'est retrouvé au cœur même du centre névralgique de la prison. Et Joseph, en prison, il vivait presque le confort, parce qu'il arrivait à aimer ce qu'il faisait. La politique, c'est apprendre à aimer les gens. Faire la politique, c'est apprendre à faire du bien aux autres. Faire la politique n'est pas faire du tort aux gens. Faire la politique, ce n'est pas emprisonner les gens. Ce n'est pas les matraquer. Ce n'est pas les bastonner, les frapper, les flageller. Ce n'est pas les assassiner, les tuer. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est pas la politique. La politique, c'est la gestion rationnelle de la cité. Mais regardez comment ces gens-là se comportent. Pour peu que vous ne partagez pas le même point de vue que vous, ils sont capables de vous assassiner. Ils sont capables de tuer vos propres parents. Parce que quoi? Ils cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Lorsque vous cherchez le pouvoir pour le pouvoir, c'est pourquoi faire? Il y a le pouvoir et l'exercice du pouvoir. C'est deux choses totalement différentes. Il y a l'exercice du pouvoir qui repose sur la qualification. Et vous devez être qualifié dans l'exercice du pouvoir. Mais si vous n'êtes pas qualifié dans l'exercice du pouvoir, vous allez être un piètre dirigeant. C'est que vous avez le pouvoir, mais vous allez mal l'exercer à tel point que et tous ceux qui vous suivent vont se désolidariser de vous. Parce qu'ils ne trouveront plus leur compte. Ils vont se rendre compte que non, vous n'êtes pas à la hauteur des aspirations légitimes du peuple souverain. Ils vont se rendre compte que vous n'étiez pas qualifié à la pratique, à l'exercice du pouvoir. Parce que vous n'arrivez pas à appréhender ces mystères contenus dans le pouvoir. Vous n'arrivez pas à faire œuvre utile en utilisant le pouvoir pour satisfaire le plus grand nombre de personnes. Et vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vision. Vous n'avez pas la vision de la trajectoire prophétique de ce Gabon-là, qui doit rentrer dans une autre dimension, une dimension cosmique, une dimension surnaturelle, pour pouvoir sortir le peuple de l'obscurantisme, pouvoir sortir le peuple des ténèbres d'un système sataniste, un système luciférien, avec l'exaltation des Sadducéens, des pharisiens, des Moabites et des Ammonites. Or, vous devez garder ce qui vous est de plus cher, votre Nazaria, votre humanité. Ne détruisez jamais votre humanité. Laissez les gens là avoir de l'argent, mais ne détruisez pas votre humanité. C'est votre humanité qui fait de vous un être exceptionnel au milieu de cette multitude. Et Joseph était un être exceptionnel. Et c'est pourquoi, depuis la prison, Pharaon entendait parler de Joseph. L'onction de Joseph dépassait les collines, les montagnes, les obstacles, les forteresses. Et Pharaon était obligé d'envoyer ces gens chercher Joseph en période de crise. Parce que Joseph était la solution à la crise. Parce qu'il avait appris la rationalité, maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Il avait appris la rentabilité, il avait appris la productivité, il avait appris l'économie. Joseph avait appris toutes les sciences, toutes les connaissances, alors qu'il n'avait pas l'accès à la santé, à l'éducation, à de meilleures opportunités scolaires et formatives. Comment est-ce que Joseph faisait pour avoir tous ces savoirs, pour avoir toutes ces sciences? Eh bien, Joseph savait se connecter au soleil. Joseph apprenait du soleil. Joseph savait comment se connecter à la lune, aux étoiles, aux constellations, aux Pléiades, aux Alcéoïdes, aux Gitans, aux Minotaures, aux Mutants. Joseph savait se connecter dans ces sphères surnaturelles et il arrivait à être enseigné depuis le maître de tous les savoirs, de toutes les connaissances, l'Éternel des armées, celui qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans l'humanité. Tous les vents furieux, les vents violents, les vents contraires, vous ne savez pas que c'est le Dieu qui est en mouvement. Le Dieu du Gabon est un Dieu qui punit les méchants. Mais continuez à faire du mal aux gens. Mais je vous le dis, vous payerez de la plus pire manière. Vous payerez de la plus pire manière. Le Dieu du Gabon est un Dieu excessivement nocif, un Dieu dangereux, un Dieu de justice. Il rend toujours justice. Il est lent dans la colère, mais le Dieu du Gabon rend toujours justice. Donc continuez à opprimer les gens. Et là, je voudrais d'ailleurs rendre
une fois de plus, un témoignage mérité à Joseph, et lui, depuis son jeune âge, qui était parmi les 12, qui constituent d'ailleurs les 12 tribus de Juda. Juda, qui n'on peut pas dire Juda Iscariote, le traître, le criminel, le meurtrier, mais Juda qui veut dire le père de la louange et l'adoration. Et Joseph était parmi les 12. Et depuis son jeune âge, Joseph voyait le soleil se prosterner devant lui. Et il le disait à ses frères, j'ai vu le soleil se prosterner devant moi. Ses frères jaloux de Joseph, jaloux de sa vision, jaloux de ses dons de prophétie, jaloux de ses dons de vision. Ils ont tout fait pour vouloir assassiner Joseph. Ses propres frères, même père, même mère. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ils ont jeté Joseph dans une citerne, sans eau, sans nourriture, pour le faire tuer. Ils ont jeté Joseph dans une sordide prison, pour le faire tuer. Malheureusement, Joseph est sorti de la prison pour se retrouver premier ministre en Égypte, devant Pharaon. Dans Genèse 40-41, la Bible dit, Pharaon dit à Joseph que je te donne le commandement sur tout. Seul le trône me séparera de toi. Donc ça, Joseph était en réalité le président de l'Égypte. Parce que Pharaon qui exerçait la royauté, il n'avait que la couronne. Donc un apparat. Donc un chapeau sur la tête et qui justifiait que c'était lui qui commandait. Mais la réalité, c'est Joseph qui était le président de l'Égypte. Et c'est pourquoi, pendant cette période, pendant que toutes les villes et villages sombraient dans la pauvreté, dans la misère, dans la famine, Joseph avait rempli le grenier de l'Égypte avec toutes les richesses. Et tout le monde pouvait aller en Égypte pour manger, pour boire. Et ceux qui n'avaient pas l'argent étaient obligés de se prosterner devant le Dieu de Joseph. Certains étaient obligés de vendre leur poids de charme pour manger une gorgote, une beuverie, une chasse mouchetée à cause du cerveau de Joseph. Voilà la véritable mentalité d'un chrétien, d'un croyant. Pas les petits chrétiens, papi wata, manu wata, les chrétiens qui sont malmenés dans les églises. On les bastonne, on les flagelle, on vole leur argent, on vole leur moule, on couche leurs femmes, leurs enfants dans les églises et ils parlent de l'évangile. Il n'y a pas un métier plus noble que l'évangile. Il n'y a pas un métier plus noble que l'évangile. Ça n'existe pas. Parce que l'évangile vous permet de renforcer votre dispositif sécuritaire. L'évangile vous permet d'accroître vos neurones, vos fibres intelligibles. L'évangile vous permet de protéger vos leucocytes, vos lymphocytes. L'évangile vous permet de réorganiser votre système immunitaire, votre système de défense. L'évangile vous permet d'être un être supranaturel, un être surnaturel, dont les maladies ne peuvent pas vaincre. Parce que vous grandissez avec la nature de l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme. Mais regardez les petits chrétiens, ils ont peur des francs-maçons, ils ont peur des résicruciens, ils ont peur des boutistes, ils ont peur des nganga, les marabouts. Un franc-maçon ne peut pas me tuer, moi, David Bakuma, avec la sorcellerie. Je dis bien jamais. Un boutiste ne peut pas me tuer, moi, David, quelle que soit sa sorcellerie. Ces fusils nocturnes ne peuvent même pas m'atteindre, ne peuvent pas me toucher. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de sortilège funeste pour les serviteurs de l'Éternel. Les sortilèges funestes ne peuvent pas m'atteindre, ce n'est pas possible. Parce que je vis avec la conscience de l'immortalité. Vous pouvez flageller mon corps physique comme il se détruira avec l'âge, mais mon corps mental, vous ne pourriez jamais le toucher. Mon âme, vous ne pouvez pas la toucher parce que je vis l'ataraxie, l'équilibre. L'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Aucune vérole, aucune bactérie, aucun parasite, aucun microbe ne peut attenter à mon âme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit vivifie le corps. L'esprit, l'esprit. Et l'esprit, l'esprit. Mais tu vois des petits marguillards comme ça, ils ont peur des résicruciens, des francs-maçons, parce que quoi, ils ont de l'argent. Ils sont obligés de s'assujettir, d'aller se prosterner devant ces gens-là. Pour un petit poste de chef de service, un conseiller du ministre ou conseiller du président, ils vont se prosterner. Ils vont se vendre comme des beignets qu'on vend à mon petit. Moi, vous me voyez, moi, David Bakuma, me prosterner devant ces gens-là. Moi, me prosterner devant ces gens-là. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que moi, je sais ce que je vaux. Et je vous dis, ce système-là, quelle que soit sa puissance,
quelle que soit sa longévité, ce système-là, si David Mbirakouma n'est pas participant à ce qui va se faire dans la 5e République, ils n'auront rien. Je dis bien, ils n'auront rien. Parce que je vais accélérer leur processus de déchéance. Et j'en ai les capacités. J'en ai des capacités. J'accélère leur processus de déchéance. Ils vont se lever un bon matin, ils ont tout perdu. Ils ne sauront même pas comment j'aurais fait ça. En étant ici, dans ma maison. Parce que j'ai des mystères dont j'ai accès que le commun des montagnes n'a pas accès. C'est quoi quand le chef de l'État m'avait reçu, j'ai dit à Brice Kotoli de faire attention au peuple gabonais. Le peuple gabonais est un peuple volatile. Le peuple gabonais est un peuple bipolaire. Il peut t'aimer le matin, le soir, il te déteste. Avec ou sans aucune raison. Mais pourtant, c'est un peuple pacifique. Un peuple pacifique. Un peuple qui n'est pas gourmand, qui n'est pas glouton. Et c'est pourquoi, vous voyez bien, ce peuple qui souffre là, il court derrière les voleurs. Ils exaltent les voleurs. Ils exaltent les prostituées. Ils exaltent les brigands, les gangsters. C'est tous ceux qui font du mal et vers qui eux ils vont. Et c'est ceux-là qui sont leurs référentiels. Regardez la musique de ces petits voyous. Oh, on doit tuer quelqu'un. Regardez leur contenu dans les TikTok. Il n'y a que le sexe, il n'y a que la violence et machin. C'est tout ce qu'ils savent faire. Il n'y a rien. Parce qu'ils sont incapables de toute réflexibilité. Voilà un grand pays comme le Gabon, où l'économie de notre pays est dans une situation assez particulière. Même interpréter une simple loi de finances, ils n'en sont pas capables. Ils s'engouillent, il n'y a pas les papiers. Et vous faites deux des maires, vous faites deux des députés, vous faites deux des sénateurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne comprennent rien de tous ces mécanismes. Vous les envoyez là-bas. Mais c'est pire. C'est pire. Le système va péricliter. Et le système va sombrer dans la passie, dans la monotonie, dans la morosité. Et il n'y a rien. C'est pourquoi, à l'époque, ces gens-là, ils avaient tout fait, avaient juré que je ne parte pas à la mairie, à l'hôtel de vie. Même après avoir été reçu par le président, avec une consigne du chef de l'État, où je devais être conseiller spécial du chef de l'État auprès du maire de Libreville. Ils ont tout fait encore pour annuler ma nomination. Depuis l'époque d'Omar, d'Ali, c'était pareil. Parce qu'ils savent. Parce que ma voix est audible. Ma voix a une résonance. Et mes arguments sont explosifs. Parce que ce sont des arguments dénués de tout mensonge, de toute flatterie. Ce sont des arguments vrais qui peuvent se reposer sur un examen de la situation critique de notre pays. Voilà. Ils ont porté plainte en France. Ils ont perdu ils n'ont même pas le procès. Ils n'ont même pas eu gain de cause. L'affaire a été classée sans suite. Mais vous emprisonnez quelqu'un que l'État lui-même a flagellé. L'État fait disparaître ses bulletins de vote. Et celui qu'on met en prison. Bon, ça c'est quel État? Quel est ce type de justice? Ça c'est quel type de justice? Et pourtant, ce sont eux encore dans la loi fondamentale. Bonjour. Qui parlait justement du principe de la présomption d'innocence. C'est contenu dans la loi fondamentale. Le principe de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu. Au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Et c'est des principes élémentaires de première année de droit. Des principes élémentaires. La détention préventive, c'est 48 heures. 48 heures. Pour le complément d'information, 72 heures. Et si vous voulez prolonger la détention préventive, il vous faut une autorisation expresse du procureur de la République. Mais le procureur de la République n'est pas seulement l'avocat de l'État en tant que juge de la procédure judiciaire. Le procureur de la République également est un instructeur comme David Mbirakouma. Un instructeur. Le procureur de la République également est un médecin. Le procureur de la République également est un avocat. Le procureur de la République également est un conseiller. Il ne doit pas seulement jouer le rôle punitif. Il doit également jouer le rôle pédagogique, le rôle didactique. Donc, cet usage répressif du procureur de la République qui consiste à toujours prendre les mandats d'amener, les mandats d'arrêt pour jeter les gens en prison, il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. Et dans leur constitution, il y a les garanties de représentativité. C'est contenu dans leur propre constitution. Et voilà, leur propre constitution, ils n'arrivent même pas à l'appliquer.
depuis qu'on a voté la loi fondamentale. Mais quelle constitution a été appliquée? Zéro. On est encore dans la transition. C'est encore le code de la transition qu'on applique. Avec leur loi fondamentale de 1996 ou quoi, là, comment ils expliquent ça. Donc nous avons une triple superposition de l'ordonnancement juridique. Mais à beau leur expliquer, ils ne comprennent pas tout ça. Donc il y a un conflit d'intérêts. Un conflit de la loi dans le temps. Donc vous avez la Constitution qui a été adoptée, qui a du mal à s'appliquer, parce qu'il y a encore les codes de la transition et qui sont encore en application avec tous ces organes de la transition, les organes défectueux, les organes dépassés, qui sont toujours là, qui continuent à être là, alors que ces organes ne devraient en réalité même plus être là, et ils ont encore une autre, trois superpositions de l'ordre juridique, et avec une impossibilité d'avoir une hiérarchisation de cet ordre juridique et judiciaire. Il n'y a rien. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Et c'est pourquoi ils oppriment les gens, ils oppressent les gens. Parce qu'ils font tout pour bâillonner les gens. Vous devez vous taire. À défaut de vous taire, c'est la prison, c'est la bastonnade, c'est l'assassinat. Et c'est comme ça comme et eux, ils commencent leur cinquième République. Dans l'oppression. Et une oppression démoniaque. Comment est-ce qu'on déclare quelqu'un gagnant le matin, à 14 h, on dit qu'il n'a plus gagné? Bon, vous imaginez un peu ce genre de dirigisme? Vous arrivez à la commune Inton, au 2e arrondissement, où ils viennent d'emprisonner ce candidat-là qu'ils ont fait disparaître ses bulletins de vote le jour du scrutin, le 11 Biogué. Il y avait Bécalé qui partait pour le 2e tour, annoncé officiellement. Le soir, le ministre de l'Intérieur vient lire d'autres résultats. Il est maintenant battu. Vous voyez des choses comme ça? Le pauvre Franck Nguema, le neveu de Mboba, à Akanda. Voilà. Il est proclamé 2e de l'élection, donc en ballottage, avec Tuntou Maï. Tuntou Maï fait une communication pour refuser de compétir avec le neveu de Mboba. Et le ministre de l'Intérieur vient corriger les résultats. Non, mais c'est pas croyable. Et voilà que le neveu de Mboba, maintenant, il n'est plus 2e, il est maintenant 3e. Et il introduit le recours à la Cour constitutionnelle. Le recours n'a même pas un effet suspensif du processus électoral. Donc, les deux autres compétissent et il y a un gagnant qui est Tuntou Maï. Vous voyez les actes de manipulation comme ça? Et vous pensez très honnêtement que la Cour constitutionnelle va invalider cette élection-là pour qu'on reprenne l'élection? Ce n'est pas possible. Et il a jeté 500 000 comme ça. Parce que les recours deviennent payants. Vous voyez comment ces gens-là arrivent à oppresser une population, arrivent à brimer cette population, arrivent à la matraquer. Et c'est dommage. Et ils disent qu'ils sont des dirigeants. Non. Quand vous avez un vice-président comme Séraphin Mundunga, hein, un capitaliste sauvage et industriel comme ça, vous pensez que vous allez arriver à quoi? Je vous avais bien dit que ce gouvernement ne vous apportera rien. Un gouvernement où vous avez Séraphin Mundunga, avec la tête, on dirait un juif. Il n'y a rien qui puisse se passer. Un gouvernement avec un Alexandre Barrault-Chambré, un épicurien, un budgétivore, sorti des écoles de Bretton Woods. Lui qui a été le père des privatisations dans notre pays, le transfert de compétences des entreprises publiques au privé, c'est Barrault-Chambré. Alors qu'il avait d'autres procédés, tels que la restructuration, il avait d'autres procédés, tels que la modernisation de l'appareil étatique. Lui, il a préféré privatiser. Et voilà comment le pays est à valo. Et on le nomme comme ça, vice-président de la République, en charge du gouvernement. Depuis qu'il est vice-président de la République, en charge du gouvernement. Même pas une seule communication de son architecture gouvernementale qui est hétéroclite, disparate, non homogène, avec une incapacité notoire dans tous les secteurs de faire quoi que ce soit. Regardez, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà, la jeunesse est oisive, elle se balade partout. Une jeunesse fumeuse de cannabis, mangeuse, je ne sais pas, de cola et autres. Parce que la jeunesse n'est pas occupée. Il n'y a pas le championnat. Et ils participent à des comment on appelle ça, à des championnats continentaux, les Coupes d'Afrique et autres. Mais dans leur propre pays, il n'y a pas le championnat. Alors qu'à l'époque d'Omar, on avait le championnat
de première division, de championnat de deuxième division. On avait les juniors, on avait les seniors, on avait les cadets, on avait les minimes. Moi qui vous parle, j'ai fait toutes ces disciplines. J'ai fait la boxe, Boxing Club Ali Bongo Neba, au stade annexe. J'ai fait le karaté avec Maître Adotevi. J'ai fait j'ai fait le judo avec le Maître Mandjombe. J'ai joué au handball, j'ai joué au tennis, j'ai joué au volley, j'ai joué au basket. La piscine, n'en parlons même pas. Je suis un parfait nageur. Et toutes ces disciplines, on les retrouve au stade. J'ai fait le 1200 mètres, c'était même l'une de mes spécialités. La résistance. 3-4 tours de piste de stade, 1200 mètres. Mais il n'y a plus rien. Tout est mort. Il n'y a pas de championnat. Mais on a un ministre de la jeunesse. Dans le gouvernement de Ligue, dans la 5e République, il n'y a pas le championnat, il n'y a rien. Il n'y a pas l'argent. Comment on va s'en sortir comme ça? Regardez le ministère de l'Éducation nationale, avec ma pauvre petite sœur qui est engagée dans le processus, avec le complot qu'ils sont en train de faire là. J'espère qu'elle va se tirer à bon compte. Et Camillon Toutoum, ministère de l'Éducation nationale et de l'instruction civique. L'instruction civique est où? Il n'y a rien. Il n'y a pas. Le pays est en train de mourir. Et les gens sont contents parce que ils ont trouvé leur compte. Ils ont leurs parents ministres, ils ont leurs parents préfets, gouverneurs, ils ont leurs parents qui sont dans le cabinet de Brice Côté Olivier, mangeant, buvant. Donc, le reste de la population leur importe peu. C'est vraiment dommage, c'est regrettable. Mais quand cela ne tienne, de toutes les façons, ne pensez pas que les gens vont encore se battre pour vous défendre. Celui qui ne sait pas se défendre, mais il va être broyé par la machine. Vous avez refusé de faire élire les syndicalistes. Vous avez refusé de faire élire les leaders d'opinion. Maintenant que vous allez être victime de ce système qui va vous étouffer comme une chape de plomb, vous ferez comment pour vous défendre? Le système va vous broyer, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Mais nous, qui avons toujours résisté à ce système, nous on va continuer à vivre. On va continuer à vivre. Parce que un insoumis ne peut pas être vaincu par un système médiocre comme ça. Donc, très chers compatriotes, non? Il n'a pas pris, la voiture est là. Donc, je pense que parce qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent... Ah. À peine on a mis les unités là, c'est déjà... Bonjour. Kasongo ye, Vina Nibala Kasongo ye.